Quand j'ai posté mes premières vidéos, j'ai reçu beaucoup de commentaires interloqués. Les commentaires étaient unanimes. Ces objets ne servent à rien, sont une perte de temps. Cela m'a un peu surpris car je suis habitué à la communauté américaine, qui elle ne se pose absolument pas la question. Le fidget est une évidence pour les anglo-saxons. Certaines vidéos qui en parlent rassemblent des millions de vues. Mais en fait, je me rends compte que c'est normal de réagir comme ça. Moi-même, j'ai longtemps eu une part de moi qui me disait « Mais ça sert à rien tes fidgets. C'est complètement naze, c'est de la merde. Oh, c'est vrai? Ouais putain, c'est carrément chiant ce truc. » Dans notre monde utilitariste, l'esprit du fidget, un objet simple et futile à première vue, soulève l'incompréhension. Mais ce qui m'a vraiment surpris, ce sont les commentaires qui jugent les fidgets comme une marque de décadence, de nihilisme, comme si les fidgets étaient un phénomène récent, uniquement mercantile, le signe d'un capitalisme arrivé au terme de sa démesure, la production d'objets inutiles. Produire pour produire, vendre pour vendre. Est-ce que l'apparition des fidgets est vraiment la marque d'une faillite morale, philosophique, spirituelle de notre société? Au fond, quelle est l'histoire des fidgets, de leur apparition, de leur évolution? D'où viennent-ils? À quoi ressemblent-ils aujourd'hui? Je vais donc tenter du mieux que je le peux de répondre à la question « C'est quoi un fidget ?» Définition. Fidget, mot anglais signifiant agiter. Le verbe to fidget signifie faire de petits mouvements nerveux et impatients. Si votre cerveau est actif ou anxieux, vous allez peut-être développer des tics. Vous allez remuer les jambes, bouger vos mains. Vous avez beau être assis à votre bureau, votre corps va s'agiter sous l'effet de l'excitation de ce qui se passe dans votre tête. Même si vous n'avez jamais acheté de fidget, vous avez certainement déjà utilisé des fidgets sans le savoir. En faisant tourner un stylo avec vos doigts, une pièce de monnaie, un trombone, vos clés de voiture. Matt Hibbert, qui gère la boutique de fidget axée sur le développement personnel Aaron Square, propose le terme anglais de manipulatif, autrement dit, qui sert à manipuler. Le terme est intéressant, mais je lui préfère le terme de fidget, car au lieu d'insister sur ce qui se passe dans vos mains, celui-ci insiste plutôt sur l'état d'esprit, ce qui se passe dans votre tête quand vous utilisez un fidget. Et pourquoi? Pour canaliser l'agitation. J'aime aussi ce terme car il est proche de gadget, ce qui signifie un objet peu remarquable, peu utile. Ce n'est pas un outil. Le fidget ne produit rien. Et cette improductivité est aussi une caractéristique importante. Bon, précisons un peu notre définition. Pour être un fidget digne de ce nom, un objet doit remplir 2 critères. 1. Sa manipulation et sa fin. Ce doit être un objet qui trouve son utilité dans le seul plaisir qu'on a à le manipuler, et en dehors de toute autre considération. Même si le fidget est utilisé comme un accessoire de prière, un remède au stress, une aide à la concentration, une marque d'ostentation sociale, un jeu d'adresse, au final, un fidget, c'est avant tout un objet qu'on a plaisir à manipuler, et dont ce plaisir est la principale finalité. Point. Deuxième critère, on doit pouvoir s'en servir sans y penser. C'est un objet qui ne doit pas réclamer toute notre attention. Au contraire, on doit pouvoir le manipuler sans le regarder, en faisant autre chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas une certaine dextérité pour s'en servir, seulement que lorsqu'on arrive à un certain stade d'habitude, on n'a plus à y penser. Par exemple, les comboloïs sur lesquels on va revenir. En théorie, donc, n'importe quel objet peut devenir un fidget à partir du moment où on le manipule pour le seul plaisir de le manipuler, et sans que cela soit un effort physique ou intellectuel, nous permettant de faire autre chose en même temps. Est-ce qu'un fidget peut être utilisé par une autre partie du corps que les mains? Si on adopte une définition large, oui. On peut dire par exemple qu'un cure-dent ou une cigarette avec laquelle on joue avec ses lèvres sont des fidgets. Un ballon qu'on fait rouler inconsciemment sous ses pieds, c'est un fidget. Fidget égale jouet? Si un fidget peut servir à jouer, il doit trouver son utilité en dehors du jeu. Par exemple, pas besoin de savoir faire des figures pour utiliser un fidget spinner. En revanche, un bilboquet, ou le kendama japonais, n'est pas un fidget, car son utilité est tout entière tournée vers le jeu, faire rentrer la boule dans le trou. On ne le manipule pas en dehors de ce but. Il fait partie de la famille des skill toys, des jeux d'adresse, un jouet qui réclame beaucoup d'entraînement et de dextérité pour être utilisé correctement. Idem pour les osselets ou les knucklebones. Mais un jouet peut devenir un fidget.
Par exemple, un Rubik's Cube devient un fidget lorsqu'on le manipule et fait tourner ses tronçons sans l'objectif de placer les couleurs correctement, mais pour le simple plaisir de sentir l'objet tourner dans ses mains sans même le regarder. Et un fidget peut devenir un jeu d'adresse. Par exemple, les fidget spinners ou les sliders à flottement libre offrent la possibilité de figures complexes. Et dans ce cas, ils cessent d'être des fidgets, car les prouesses du jongleur vont réclamer toute son attention et une sacrée dose de dextérité. De fidget, le spinner est devenu objet de performance, de spectacle, voire de compétition. Dans ce contexte, il n'est plus un fidget. Fidget égale gadget? Le mot fidget a beau être proche de gadget, ce n'est pas un gadget. Celui-ci a toujours une utilité immédiate, mais finira par prendre la poussière quelque part au fond d'un placard. Une boîte à meux ou une boule à neige n'est pas un fidget, mais plutôt un gadget. On ne la manipule pas par plaisir de la manipuler, mais pour produire un effet. Faire voler la neige ou faire meugler la vache. Fidget égale médicament? Depuis ses origines, le fidget bénéficie d'une réputation médicale très forte. Et encore de nos jours, les fidgets sont souvent vendus comme un remède pour les personnes anxieuses avec des troubles de l'attention, hyperactives ou même autistes. Bien des fidgets sont vendus avec la mention TDAH. Sans avoir beaucoup approfondi le sujet, je n'ai pas trouvé de consensus scientifique sur ces vertus. Pour moi, je pense que les fidgets participent à mon équilibre mental et leur manipulation me calme et me canalise. Mais je les aime avant tout parce que ce sont des objets beaux, simples, agréables. Qu'est-ce qu'un bon fidget? Ce qui fait la valeur d'un fidget, c'est d'abord la satisfaction qu'on a à le manipuler. Ensuite, c'est sa capacité à se faire oublier tout en canalisant le trouble et l'agitation qui nous habitent. Mais c'est aussi sa qualité. Il doit pouvoir supporter une manipulation longue et régulière, être un compagnon de vie sur de longues années, car le fidget est aussi appelé à être un objet avec lequel on va développer un lien affectif, comme un porte-bonheur en quelque sorte. Alors finalement, un fidget c'est quoi? Un petit objet futile qui ne produit rien, mais à qui l'homme choisit de confier ses soucis. C'est un objet qui sert de compagnon à l'adulte, un allié du quotidien. Ok, on voit ce qu'est un fidget maintenant. On voit à peu près à quoi ça sert. Mais alors, est-ce que les fidgets sont un signe de décadence, de la victoire du nihilisme? Pour y répondre, il faut revenir au début. Tout a probablement commencé comme ça. Un homme regarde par terre, il remarque une pierre avec une forme particulièrement élégante, simple et belle. Il la saisit, la tourne et la retourne dans sa main. Son contact est doux, apaisant. Alors que la pierre se réchauffe dans sa paume, sa texture devient encore plus plaisante, familière, et il décide de la garder. En tant que pratique populaire, les Worry Stones ou pierres de souci ont de nombreuses origines. Il existe des variations sur le concept qui proviennent du Tibet ou de plusieurs tribus amérindiennes. Les pierres poncées par l'eau de mer étaient utilisées par les Grecs de l'Antiquité. Si la douceur et la forme de la pierre étaient au départ créées naturellement par l'eau de mer, des artisans ont commencé à les affiner à leur goût. En Irlande, on en a même fait un symbole national. Pas une boutique de souvenirs ou d'aéroport sans son stand de Worry Stone fabriqué en marbre du Connemara. De petites pierres à la forme idéale pour être manipulées avec un petit creux en son centre pour y faire glisser son pouce. De nos jours, des artisans continuent de créer des variations sur ce thème, en verre, en céramique et en plein d'autres matières plus ou moins exotiques. Un jour, quelqu'un a l'idée de percer sa pierre préférée pour en faire un collier ou un bracelet, plus facile à transporter. Puis vient l'idée d'ajouter d'autres pierres en enfilade, de les égrener entre les doigts ou de les balancer autour de sa main. C'est la naissance des Worry Beads, perles de soucis, qui vont connaître une infinité de variations à travers le monde. Les malas hindous, les misbahas musulmans et bien sûr les très populaires comboloïs grecs, dont les boutiques dédiées pullulent dans toutes les villes. Mais aussi, plus proche de nous encore, les chapelets chrétiens et les rosaires. Partout à travers le monde, ces perles de soucis se popularisent et deviennent des compagnons inséparables des moines comme des gens du peuple. Ce sont encore aujourd'hui des vecteurs du sacré, le médiateur des prières intimes de l'humanité entière. Les boules de Baoding chinoises sont référencées dès les premiers siècles après Jésus-Christ, pendant la dynastie Han. À cette époque, les gens prennent l'habitude de faire rouler des noix dans leurs mains. Plusieurs siècles plus tard, au Xe siècle, les boules en fer massif remplacent les noix. Et sous la dynastie Ming, qui va du XIVe au XVIIe siècle, les boules de Baoding creuses traditionnelles que nous connaissons aujourd'hui sont inventées. L'empereur, qui était féru de ces fidgets, avait fait la demande à ses artisans
d'approfondir l'étude de ces objets et d'en inventer une meilleure version. Et une méthode a été inventée pour créer des boules creuses au lieu de boules pleines, ce qui permettait aux artisans d'installer un ressort et une bille à l'intérieur qui délivre cette sensation si étrange et satisfaisante, caractéristique des bowding balls traditionnels. Si les boules de bowding ont vu le jour pour être utilisées sur les méridiens pour une bonne santé, elles se sont transmises et diffusées à travers le monde pendant les 19e et 20e siècles comme des fidgets luxueux et précieux, souvent présents dans les bureaux d'affaires. Dans l'histoire, les fidgets apparaissent et se perfectionnent dans les lieux où les hommes sont appelés à l'immobilité, les monastères et les palais, puis les bureaux, un accessoire de prière, un remède au stress, une aide à la concentration, une marque d'ostentation sociale, un jeu. Le fidget a bien des visages et des usages, mais il est synonyme de civilisation, non de décadence. Mais alors, si cette tradition est aussi ancienne et aussi universelle, pourquoi est-ce que les fidgets ont désormais cette réputation d'objets commerciaux de mauvaise qualité? Pourquoi la première réaction de certains quand on les évoque est d'en appeler à la décadence? Cela est probablement dû à ce qu'il s'est passé à la fin du XXe et au début du XXIe siècle avec des phénomènes de mode comme la stress ball apparue dans les années 80. Une simple boule de polyuréthane vite salie et abîmée. On suivit la déferlante des fidget spinners low cost en 2016 et bien pire en 2021, les pop-it et toute la vague de fidgets en plastique de mauvaise qualité qui a suivi. Plutôt que de mettre à profit les dernières techniques de production pour faire des objets mieux finis, de meilleure qualité, plus sophistiqués, les producteurs ont simplement profité des nouvelles capacités de production pour inventer à l'infini des objets de mauvaise qualité, produits rapidement, qui offrent finalement peu de satisfaction. Sur les réseaux sociaux, les chaînes pour enfants présentant des pop-it enregistrent des millions de vues et contribuent à alimenter la demande chez le très jeune public pour ces objets bon marché et bas de gamme, mais très colorés et visuellement attractifs. Les fidgets se sont déversés sans fin dans les cours de récré, si bien que beaucoup de chambres d'enfants sont désormais encombrées d'un ou plusieurs bacs remplis de ces morceaux de plastique inutilisés au grand désespoir de leurs parents. Alors, est-ce que l'histoire s'arrête là? Les fidgets ne seraient qu'une tradition qui s'abîme dans le productivisme, au dégoût général? Pour le grand public, les fidgets ont une réputation de coût marketing, comme si de grandes entreprises conspiraient en secret pour créer toujours plus de ces objets futiles et nous les refourguer par conteneurs entiers. Ces vagues successives de fidgets low cost ont réussi à occulter la tradition millénaire des fidgets de qualité. Pourtant, quand on s'intéresse à qui produit et invente les fidgets aujourd'hui, on comprend à quel point cette idée reçue est éloignée de la réalité. Revenons un peu en arrière. Lors de la crise de 2008, alors que le capitalisme mondial vacille et que la vie se précarise, la philosophie EDC se diffuse sur Internet. EDC pour Everyday Carry, littéralement que l'on porte tous les jours. Ce courant amène les consommateurs à s'intéresser aux objets quotidiens au-delà de leur utilité directe, à leur qualité de fabrication, à leur élégance et praticité au quotidien, mais également à l'affect qu'ils nouent avec eux, à la force qu'ils en tirent, au sens qu'on leur donne. C'est dans l'ombre de ce mouvement de design populaire que va naître le renouveau du fidget. Au milieu des années 2010, les fidget spinners apparaissent dans les Everyday Carry partagés sur les forums. De nombreuses personnes sont alors à la recherche de fidgets de meilleure qualité que les modèles diffusés partout en grande surface. Les artisans capables de produire des fidget spinners au design originaux et élégants, en métal noble et bien usiné, sont alors pillés et font face à une demande qui ne faiblit qu'au bout de 2 ou 3 ans. Mais le feu avait pris, et même quand la mode des spinners passe, les créateurs ne cessent pas leur travail, et des consommateurs leur restent fidèles. Face à la baisse de la demande, ils expérimentent de nouveaux modèles. Loin de l'attention du grand public se forgent alors des marques que les connaisseurs regardent aujourd'hui avec respect. Compoform, le russe légendaire qui souhaite créer la Ferrari des fidgets, dont la moindre création est regardée comme une œuvre d'art. Modusworks, l'américain qui a créé la référence absolue des sliders à glissement libre, le Rapt. Magnus, le challenger néo-zélandais qui attaque Modusworks sur son terrain tout en multipliant les collaborations pour profiter du savoir-faire d'autres créateurs. Derrière ces marques chéries des amateurs, on trouve à chaque fois une personne seule, ou presque, un passionné qui travaille dans un petit atelier pour concevoir et fabriquer des fidgets en nombre limité et les distribuer directement à une poignée de fans avides.
Leurs fidgets se vendent systématiquement en quelques minutes, malgré des tarifs élevés. C'est à force d'itérations de prototypes que ces grands noms et d'autres ont créé des objets convoités pour lesquels certains passionnés sont prêts à mettre des milliers de dollars. Certains ont érigé cette fabrication au rang d'art, fabriquant des pièces hors de prix en très petit nombre pour le plaisir de quelques privilégiés et l'admiration des autres, à tel point qu'on se demande parfois ce qui peut justifier le prix demandé. Dans ce petit boom du fidget, certains tirent clairement leur épingle du jeu. Et à l'opposé, depuis 2021, certains ont découvert la formule pour produire des fidgets de qualité à coût maîtrisé grâce aux imprimantes 3D, ce qui a démocratisé énormément le processus de design et de prototypage, ainsi que la production de fidgets, et a permis à de nouveaux créateurs de se faire un nom. Cladis 3D Studio et son fameux modèle Verk, Fidget Boy 3D et ses fidgets rétro hauts en couleur, et plein d'autres comme Haptic EDC, Cuco EDC, Fidget Manufacture, Astra Studio 3D. Désormais, pour quelques centaines d'euros, n'importe quel passionné peut concevoir et produire ses propres fidgets chez lui. Etsy, plateforme commerciale pour artisans, est un véritable Eldorado de fidgets en tout genre où l'on peut dénicher des modèles complètement fous. Et tout cela n'existe que parce qu'une communauté d'amateurs s'est organisée sur Internet, échangeant des retours, des désirs, des idées et permettant à de petits créateurs d'expérimenter, de vendre, d'exister. Ici, pas d'énormes campagnes de publicité ou de placement produit chez des influenceurs millionnaires. Tout fonctionne par bouche à oreille, sur Reddit, YouTube ou dans des groupes Facebook. Ce marché des fidgets de qualité est donc tout ce qu'il y a de plus populaire. Conclusion. Un fidget est un objet satisfaisant à manipuler et qu'on peut utiliser sans y penser. Il a de nombreuses vertus, plus ou moins scientifiquement avérées. Mais surtout, c'est un type d'objet qui accompagne l'humanité depuis des temps immémoriaux et qui semble synonyme de sédentarité et de civilisation. Avec le progrès technique et l'industrialisation, les fidgets changent de forme. Ils ne sont plus l'apanage d'une élite aristocratique ou religieuse. Ils se libèrent de croyances superstitieuses. On ne les manipule plus que pour la satisfaction et l'apaisement qu'ils procurent, le plaisir d'avoir entre les mains un objet ami. Alors que les fidgets low cost envahissent les supermarchés et les réseaux sociaux, la tradition populaire du fidget de qualité continue d'évoluer grâce à une petite communauté de passionnés et d'artisans qui, à force d'échanges et d'expérimentation, inventent chaque jour de nouveaux designs. Quoi de plus normal que de mettre à profit les progrès humains pour fabriquer un objet qu'on a simplement plaisir à manipuler et à avoir avec soi? Après tout, la quête de l'objet parfaitement satisfaisant, capable de prolonger naturellement la main et l'esprit, est aussi vieille que la civilisation elle-même.